Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. J'ai vu vos retours par rapport à la semaine dernière, vous avez été très excités à l'idée qu'on fasse un live avec Selim. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'est en cours de discussion. J'ai vraiment hâte, mes pépites, qu'on commence les lives Twitch. J'espère vraiment que le timing de la rentrée de septembre va être respecté pour les personnes qui me livrent le PC. Je suis un petit peu stressée parce qu'il reste pas beaucoup de jours avant début septembre, du coup, voilà. Mais ça va le faire, et ça va être pépite. On va se retrouver en live tous ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je ne m'en rends pas compte, mais ça va être un truc de fou. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné pour aujourd'hui 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère que vous êtes prêtes, mes petites pépites. Ah oui, je n'ai pas utilisé de micro pour cette vidéo-là. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Sachez que je viens de commander des micros à 250 €. Oui, ça m'a fait un petit peu mal, je vais pas vous mentir, mais j'avais trop de commentaires qui disaient que le son n'était toujours pas bon. Donc franchement, tout pour mes pépites, je veux le meilleur pour vous, encore une fois. Du coup, je reçois mes nouveaux micros vendredi, sauf que j'aurais pas pu tourner ce thread d'horreur vendredi. C'est trop tard pour l'envoyer à Mathieu pour qu'il fasse le montage. Du coup, ça sera pour le thread d'horreur de dimanche prochain. J'espère que ça ne vous gêne pas et que le son est quand même potable. On a fait comme ça pendant des années, ne l'oublions pas. Allez, c'est parti pour la première histoire. La maison habitée de mes grands-parents. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, ça fait un moment que j'écoute tes threads d'horreur. J'aime beaucoup les histoires paranormales et j'aime vraiment ta façon de les raconter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est à mon tour de partager ce que j'ai vécu et ce que ma famille a vécu dans la maison familiale de mes grands-parents en Tunisie. Alors, pour recontextualiser, ma mère est l'aînée d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Tous les étés, elle et sa famille qui vivaient en France allaient en Tunisie et y passaient les 2 mois de vacances complets. C'était une grande maison sur 2 étages qu'ils avaient construite de leurs propres mains. Mon grand-père avait commencé à construire un 3e étage, mais en prenant de l'âge, il n'a pas pu le terminer. Tout le 3e étage était bétonné, mis à part la salle de bain. Il y avait donc une belle salle de bain moderne avec un grand jacuzzi totalement fini, détail important pour la suite. On ne pouvait pas accéder au star qui est le toit de la maison, car il était fermé avec une grosse chaîne en fer et un gros cadenas. On était 25 petits-enfants, la sécurité avant tout. La maison était située entre 2 maisons devant un terrain vaste de sable et à 70 mètres devant, une maison sombre, bétonnée de l'extérieur. Elle était sans vie et longtemps inhabitée. Située derrière un petit champ de cactus, mais elle était en hauteur, donc on voyait très bien ce qu'il se passait dedans. La maison de mes grands-parents, c'était toute mon enfance. J'ai grandi dedans, mes cousins ont grandi dedans. On adorait se retrouver là-bas tous les ans, car en France, nous sommes assez éloignés. Dans cette maison pleine de vie, les mois de juillet et août, mais inhabitée le reste de l'année. Il se passait en réalité plein de petites choses qui se tassent avec le temps, mais quand ça t'arrive, tu ne peux pas les oublier. Je ne sais plus même par où commencer pour te dire à quel point il s'en est passé des choses, et ça serait trop long. Mais je vais te raconter ce qui m'a le plus marqué. Lors d'une soirée, juste après le Maghreb, donc juste après le coucher du soleil, mes frères et cousins se donnaient des défis d'aller jusqu'au milieu du terrain vaste devant et de revenir en courant dans le petit patio de la maison. Ça leur faisait peur car il y avait plein de chiens errants et il faisait très très sombre. Et là vient le tour de mon plus petit frère qui devait à l'époque avoir 5-6 ans, qui ne parlait pas un mot arabe. Donc il sort, il court, mon oncle ferme la porte en fer pour lui faire peur et mon frère ne revient pas. 1 minute, 2 minutes passent. Et là, on entend tambouriner hyper fort à la porte extérieure. Ma cousine et moi étions à l'intérieur de la maison avec les adultes. Nous avons tous été intrigués par le bruit, car il était anormalement violent. Mais sans plus, car on savait que les garçons jouaient à l'entrée. 5 minutes plus tard, mon oncle revient. Il était pâle,
Il vient d'expliquer à ma mère ce qu'il vient d'entendre. Il raconte que c'est mon petit frère qui venait de taper aussi fort à la porte en fer de l'entrée et que mon oncle s'était amusé à dire « Chesmek », ce qui veut dire « comment tu t'appelles » en tunisien. Mot que mon frère ne connaissait pas étant donné que, je le rappelle, il ne parle pas un mot arabe. Et mon oncle explique que mon frère lui a répondu avec une voix hyper grave, voix qui n'était pas la sienne. « Ana esmi » oh là là, je peux pas le dire, mon Dieu, c'est terrible. Allah ya Rabbi. Ana ismi Khara. Hachek ou Hachek. Hachek. Sachant que mon petit frère s'appelle Mohamed. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas compris, astaghfirullah ya Rabbi, ça me tue le cœur de vous l'expliquer. Mais donc la voix grave a dit, je m'appelle Khara, ça veut dire littéralement caca, de la merde. Et son petit frère s'appelle Mohamed. Et pour les musulmans, Mohammed, c'est quelqu'un de très important pour nous parce que c'est le plus grand prophète de l'islam. Sallallahu. C'est celui qui a révélé la religion. Ok. Mon oncle, pris de panique, se demande où était mon petit frère à ce moment-là car il pensait que c'était quelqu'un qui faisait une blague car il savait qu'il ne parlait pas arabe. Donc il ouvre et là, il voit mon petit frère avec un grand sourire assez crispé. Il rentre, il est silencieux, il ne dit rien. Tous mes cousins ont arrêté de jouer. Ma mère les a engueulés et leur a expliqué pourquoi on ne sortait pas après le Maghrib, donc le coucher du soleil. Le soir même, on dormait. Petit aparté, dans cette histoire, ma mère nous dit toujours, mais à l'heure actuelle encore, qu'il ne faut jamais faire sortir mes enfants et les enfants de ma sœur après le Maghrib, parce que c'est très dangereux. Donc c'est quelque chose quand même de très très répandu en Tunisie. Le soir même, on dormait tous dans la même pièce avec ma famille. Ce soir-là, mon petit frère cauchemarde énormément. Il crie, il parle, il en devient même somnambule et donne une énorme claque à mon père qui se réveille en sursaut, marqué par la claque. Il dit que c'est impossible que ce soit mon petit frère. La claque avait été d'une telle force qu'on aurait dit celle d'un homme. Depuis ce soir-là, même en rentrant en France, mon frère enchaîne les nuits mouvementées. Elle ne s'arrête pas. Ma mère lui décide de lui faire une ruqya, exorcisme pour celles et ceux qui ne savent pas. Je ne me souviens plus exactement de ce qui avait été dit, seulement j'ai le souvenir que il en avait fait plusieurs et que c'est seulement 6-7 ans plus tard que ça s'est enfin calmé. Pour revenir à la maison d'en face, je t'en ai parlé car j'ai vu une chose choquante. Il y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il était possible que les djinns fassent des mariages. Ça m'a débloqué le souvenir qu'un soir, j'étais dans la cuisine du 2e étage et la fenêtre donnait une vue face à la maison inhabitée. J'avais 13 ans à ce moment-là, donc assez consciente et lucide. J'étais en train de me servir un verre d'eau quand d'un coup j'entends une musique qui se lance. Il devait être 23 heures. Ça m'a intriguée. Donc je regarde par la fenêtre et je vois une lumière qui provient des fenêtres de la maison d'en face. Pour te dire, il n'y avait même pas de fenêtre. C'était juste une maison bétonnée et des trous carrés. J'entends de la musique et je vois des gens habillés tout en noir danser au 2e étage de leur maison. Je vois que devant la maison, où il est censé se dérouler une fête, il n'y a personne, rien, aucune voiture. Pourtant, j'entends du monde, je vois les gens rigoler, s'amuser à l'intérieur. Seulement, je n'arrive pas à distinguer leur visage. J'étais assez loin. En 13 ans, je n'avais jamais vu personne dans cette maison. J'ai cru qu'il y avait tout simplement des nouveaux voisins. Je pars me coucher car j'ai directement senti un malaise. Je n'en parle pas et je m'endors. Le lendemain, je raconte ça à ma mère. Je dis qu'il y avait une fête hier soir chez ces gens. Au début, elle ne me croit pas et me dit que c'est impossible. Puis, sa tante, qui habitait dans une maison pas trop loin, intervient dans la discussion et dit « Ah, mais eux, ils font souvent la fête. » Ma mère répond « Mais qui, eux ?» Sa tante répond « Les djinns de la maison. » avec un air très sérieux. Et elle raconte que souvent le soir, de la musique provient de la maison, alors qu'elle confirme bien qu'elle est inhabitée depuis un long moment. C'est limite si c'était normal. Ma mère savait bien que cette maison était inhabitée, et c'est quand ma tante lui a expliqué qu'il y avait des rires, de la musique et tous les détails que je lui avais expliqués, elle a compris que je n'avais pas menti ou inventé cette histoire. Un autre détail qu'on a presque banalisé dans la maison, c'est que parfois la nuit très tard, on entendait comme les pas d'une personne qui montait les escaliers et qui marchait au 3e étage. Mais des pas hyper lents, comme une personne qui portait des claquettes. Quand j'y repense, j'ai des frissons.
car un soir, mon oncle, ma mère et moi étions à moitié réveillés, mais ce bruit nous a tous les trois effrayés et on n'a pas dormi de la nuit. Un autre épisode qui m'a vraiment effrayée, c'était celui où un jour, en rentrant de la plage, je devais avoir 14-15 ans. C'était la bagarre pour savoir qui allait se doucher en premier. Étant la plus grande, je laisse passer ma place et me douche la dernière. Mais dans la douche du haut, car il n'y avait qu'une seule salle de bain dans la maison, plus celle du 3e étage en soi, qui était fonctionnelle mais qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc, je suis la dernière, je vais pour me doucher quand j'entends les veines, l'appel à la prière. Donc l'heure du morlob qui retentit. Moi qui continue ma douche comme si de rien n'était, et d'un coup j'entends la poignée de la salle de bain qui se baisse. Elle faisait comme un petit bruit de grincement. J'avais les yeux fermés, puis je crie « J'ai bientôt fini !» Je l'entends se relever tout doucement, mais zéro bruit derrière, comme si la personne était restée là, derrière la porte, mais ne bougeait pas. Je n'ouvre toujours pas les yeux et continue ma douche. Et là, j'entends à nouveau la poignée se baisser, lentement, toujours très lentement. Cette fois-ci, je ne dis rien. J'ouvre un œil et je vois que la poignée est toujours vers le bas, comme si la personne attendait que je sorte ou me pressait. Au début, je pensais que c'était un de mes frères qui me faisait une blague, du coup je finis ma douche et la poignée était relevée quand j'avais fini. Pourtant, je ne l'ai pas entendu se relever. En sortant, personne n'était là. Mes frères étaient en bas. Après tout, pourquoi il cherchait à me faire sortir de la douche, sachant que j'étais la dernière à me doucher? Je descends au 2e étage et je demande à ma mère si c'était elle qui était montée, et elle me dit que non, et personne n'a pu monter car elle passait la serpillière. Et elle m'affirme qu'elle n'a vu personne monter ni descendre les escaliers. Depuis ce jour, je ne me douche plus les yeux fermés. Depuis 2019, mes grands-parents n'y sont plus retournés. À vrai dire, plus personne n'y allait, mis à part le frère de ma grand-mère qui avait les clés et s'occupait du patio quelques fois dans l'année. En 2022, nous sommes retournés voir le frère de ma grand-mère car il venait de perdre sa femme. Ce jour-là, mes frères et mes cousins de Tunisie vont en bas de la maison, n'entrent pas, mais disent avoir aperçu un très grand monsieur avec une barbe blanche portant un camis blanc marcher lentement au 3e étage de la maison. Je ne l'ai pas vu personnellement, ils sont revenus en courant, terrifiés de ce qu'ils venaient de voir. Je ne peux pas confirmer leur dire, mais cela ne m'a pas étonnée pour autant. Le frère de ma grand-mère, qui s'occupait de la maison, décède 1 an après le décès de sa femme, Allah yarhamou, donc en 2023. L'été dernier, 2024, ma cousine retourne dans la maison car c'était des vacances de dernière minute et il n'avait pas prévu d'Airbnb ou d'hôtel. Ma cousine me raconte qu'elle entendait le soir comme des bruits de clés à la porte en fer, comme si quelqu'un tentait d'entrer avec les clés de la maison mais n'y parvenait pas. J'ai direct fait le lien avec le frère de ma grand-mère qui était le seul à détenir les clés de la maison et qui continuait de s'en occuper. Avec le temps, on a compris une chose. Cette maison n'a jamais été abandonnée. Même lorsqu'elle restait fermée des années entières, elle continuait de vivre, habitée par une présence que personne ne pouvait ignorer. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé cette histoire tellement stylée. Et pourtant, on en a eu des pires dans les threads. Je sais pas, j'ai aimé l'ambiance du bled. Je me suis imaginée, en fait, j'étais à 100% plongée dedans. Écoute, c'est pas pour te faire peur, mais avec les croyances des musulmans, c'est pas le frère de ta grand-mère. C'est quelque chose de... C'est pas lui en tout cas. Bon, en tout cas, c'est mes croyances à moi. Mais c'est quelque chose qui peut se faire passer pour. Terrible, terrible. Écoute, il s'est passé énormément de choses. Je pense très clairement que la maison d'en face, c'est une maison Meskouna. De toute façon, avec les années des threads d'horreur, je vous le dis tout le temps, les maisons inhabitées, sombres, humides, glauques, etc., elles sont habitées. Pas par des humains, elles sont habitées par autre chose. Franchement, je te crois à 100% de ce que tu as vu, des gens danser, des gens rire, la musique à fond. Il y a l'histoire que notre chère Isis Cappuccino a racontée de la chanteuse Nora ou Nour, quelque chose comme ça, qui justement a assisté à un mariage de djinn. On en a parlé dans un thread d'horreur, je crois. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire oui, t'as raconté l'histoire. C'est pas moi qui ai raconté cette histoire-là, c'est Isis, la youtubeuse Isis Cappuccino, qui raconte aussi des histoires paranormales. D'ailleurs, que j'aime beaucoup, je la suis. Cette histoire m'a terrifiée.
Elle m'a traumatisée cette histoire et d'ailleurs elle a traumatisé énormément de monde. Si vous n'avez pas vu cette histoire, n'hésitez pas à aller la voir. Vous tapez dans la barre d'infos Isis Cappuccino, chanteuse djinn. Vous allez tout de suite tomber sur l'histoire. Elle est traumatisante et je te crois à 1000%. Franchement ça ne m'étonnerait même pas. À Djerba, il y a une maison Meskouna très connue. Meskouna ça veut dire hantée. Très connue. Mes cousins souvent m'emmenaient passer devant et tout. En fait, elle ressemble beaucoup à la photo que tu nous as envoyée. Très glauque comme ça, qui dégage une énergie mais de néant, de manque de vie en fait. Tu vois, c'est un néant total. Enfin bref, merci infiniment pour ton histoire ma pépite. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'étais plongée dedans et très terrifiant, mais terrifiant. Le petit qui est parti courir et la chose qui revient, c'est pas ton petit frère. C'était pas ton petit frère. Ne faites jamais des jeux comme ça, surtout après le Morlob. Je vous promets, quand les personnes âgées, les grands... Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, ne sors pas tes enfants après le Morlob. Dans le jardin, tout seul, ils s'amusent. Elle m'a dit, Yacine, dès qu'il y a le Morlob, tu le fais rentrer direct à la maison. Morlob, c'est quand le soleil se couche. Je l'écoute. Je vais pas chercher midi à 14h. Moi, j'écoute toujours les gens, les personnes âgées, les grands-mères qui disent ça. J'écoute toujours parce qu'elles savent très bien. Et elles disent pas ça pour rien. Du coup, là, le fait que le petit de 5-6 ans soit parti, je pense que ça a été le plus fragile, qui est parti là-bas courir dans le champ inhabité, etc., qui est revenu. Bah, sache qu'il n'est pas revenu tout seul, malheureusement. Et aoudou billah de ce que la chose, le shaitan a dit, je m'appelle Esmi Khara Hashek, parce que le petit s'appelle Mohamed. L'autre ya Rabbi, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous protège de ça. Et moi, perso, j'ai kiffé cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Le babysitting de l'horreur. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam. Je regarde tes threads d'horreur depuis longtemps maintenant et j'ai eu envie aussi de raconter ce que j'appelle le babysitting de l'horreur. Cette soirée me hante encore des années après. Je tiens d'abord à m'excuser pour les fautes d'orthographe. Ne t'excuse surtout pas pour les fautes d'orthographe, j'en fais plein aussi. C'était il y a plusieurs années, j'avais 15 ans. Et je faisais des babysitting pour avoir un petit peu d'argent de poche. Je passais par un site internet et au bout d'un moment, je m'étais faite ma petite clientèle. À l'heure actuelle, j'ai 23 ans et je n'ai oublié aucun détail de cette soirée. On était donc un soir d'été. Je me rends chez une famille que je connais très bien. Je garde ce petit garçon de 4 ans depuis un moment. J'ai même assisté au divorce des parents qui m'ont tous deux gardé comme babysitter dans leur domicile respectif. Le papa part vers 17h30 et je dois garder le petit jusqu'à environ 3-4 heures du matin. C'est la première fois que je garde le soir dans la maison du père. Je m'y étais déjà rendue plusieurs fois, mais en journée. Tout se passe bien, on joue, on mange, un babysitting normal. Je pars le coucher sur les coups de 20h30 et je redescends au salon pour me reposer. Il faut savoir qu'il y a une alarme à l'extérieur de la maison que j'enclenche quand je suis là-bas. Premier truc bizarre, mais qui sur le coup ne me perturbe pas. Quelques minutes après avoir enclenché l'alarme, elle se met à biper, m'indiquant qu'une fenêtre est ouverte. Étrange, puisque c'est quelque chose que je vérifie, et d'autant plus qu'il y a la clim dans toute la maison. Je me rends donc à l'étage et ferme la fenêtre de la chambre du petit. Je redescends et quelques minutes plus tard, rebelote. Sauf que cette fois, c'est la chambre du père. Je me dis, bon, il avait dû aérer avant de partir, et peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Plus tard, dans la soirée, un énorme bruit se fait entendre. La pile de Lego du gosse vient de tomber du haut de l'escalier. Moi, toujours très rationnelle, je ramasse les Lego et monte dans la chambre du petit, lui dis de ne pas sortir du lit, que j'ai eu peur et que je ne suis pas contente. Bien sûr, il me dit qu'il dormait et que ce n'est pas lui, qu'il a eu très peur. Je le recouche et là, va démarrer l'enfer. Toujours dans le canapé, j'entends des bruits de porte dans la cuisine. Je me lève, je vois la porte de la buanderie entrouverte. Je la referme, tourne les talons et à peine sortie de la cuisine, bam! De nouveau, la porte est ouverte. Je me retourne et là je commence vraiment à flipper. Ça faisait beaucoup pour ce soir.
Je la claque et je mets un tour de clé. À peine le temps de m'asseoir que la porte, qui a un léger jeu, bouge sous mes yeux, même verrouillée. Je ne sais pas si j'explique bien. Ce n'est pas la poignée qui bouge, mais bien la porte qui tremble. Je déverrouille et rentre en furie. Je cherche un courant d'air ou une fenêtre, mais il n'y a rien. Meuf, t'as eu un de ces courages. Crois-moi, je n'aurais jamais ouvert cette porte de ma vie. Je retourne au salon. Je ne sais pas pourquoi je suis en sueur avec des frissons. Nous, on sait pourquoi. J'ai mal au ventre et là, pour ne rien arranger, la lampe d'appoint à côté de moi s'éteint. Je pousse un cri et je la rallume d'aussitôt. Et là commence la partie de la soirée qui m'a traumatisée. Je commence à entendre des bruits au fond de la pièce, des genres de toc, boum, plusieurs bruits différents. Et là, ça se rapproche de moi, mais très vite. Je me lève paniquée et c'est encore pire, comme si les bruits me chassaient de la maison. Ils se rapprochaient de plus en plus près de moi et de plus en plus fort. J'avais l'impression qu'on me touchait. Tout va très vite, mais je me retrouve dans le coin de la pièce, les mains sur le visage. Je pleure, je crie, je suis en pleine crise d'angoisse. Et d'un coup, je dis « Stop !» Et là, tout s'arrête. Plus rien. Un silence assourdissant. La lumière, redevenue normale, mes oreilles ne bourdonnent plus. J'ai littéralement l'impression que les bruits m'attaquaient. Je sentais comme des courants d'air à chaque bruit qui se rapprochait de moi et me frôlait. Je ne comprends rien à ce qu'il s'est passé. Je me demande comment l'enfant ne s'est pas réveillé. Je monte le voir pour me rassurer. Il dormait paisiblement. Je prends le babyphone et je sors sur la terrasse. Je fume plusieurs cigarettes. Je suis épuisée. Et je ne veux pas rester dans la maison, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Je me mets dans le canapé et je m'endors d'épuisement. Lorsque le père rentre, il me réveille délicatement, mais évidemment, je sursaute comme jamais. Il me dit « Oula, t'as une sale tête. Le petit n'a pas été sage ?» Je lui réponds que bien sûr que si, il a été adorable comme d'habitude, mais que pour ma part, j'ai été comme attaquée par quelque chose. Il ne me répond pas, mais n'a pas l'air choqué parce que je lui dis. Il me paye et me dit bonne soirée. Je monte dans ma petite voiture sans permis et sur le trajet, je me suis jurée de ne jamais remettre un pied dans cette maison. Oh my God! Imaginez petite de 15 ans qui a besoin d'argent, qui connaît cette famille depuis très longtemps, qui est payée, qui a aucun problème, elle connaît déjà le petit. Elle a dit « Je ne remettrai plus jamais un pied dans cette maison » pour vous dire à quel point elle a été traumatisée. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la réaction du papa. Malgré que la petite a dit « Je me suis sentie attaquée par quelque chose », il a rien dit. Il l'a juste payé, il l'a remercié. Ça veut dire que lui, il doit en vivre des trucs, mais qu'il le dit pas. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire et je vous propose mes pépites qu'on passe déjà à la 3e et dernière histoire. Tu l'as laissé entrer. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire paranormale que j'ai vécue il y a quelques années. Je précise, tu peux citer mon prénom. Je m'appelle Eva, j'ai 16 ans et ce que je vais te raconter, c'est la pire chose que j'ai vécue. C'est pas un rêve ni une fiction, c'est arrivé et maintenant, à chaque fois que je ferme les yeux, j'ai peur que ça recommence. Tout a commencé le jour où j'ai joué à Charlie avec 2 filles de ma classe. On l'a fait pour rire pendant un cours de maths. Elles rigolaient, mais moi j'étais mal à l'aise. Je croyais pas vraiment aux esprits, mais j'avais entendu dire que ce genre de jeu ouvrait des portes, des vraies portes. J'ai posé mon doigt sur le crayon et j'ai chuchoté « Charlie, es-tu là ?» Et le crayon a bougé. Elles ont crié, rigolé, et moi j'ai rigolé aussi, mais dans ma tête quelque chose s'est figé, comme si j'avais accepté une présence, sans même savoir ce que j'avais invité. La nuit même, je me suis réveillée à exactement 3h02 du matin. Un silence lourd m'entourait, plus lourd que d'habitude. Je suis allée aux toilettes et en passant devant le miroir du couloir, j'ai vu quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée, il n'y avait rien. Mais dans le reflet, il était encore là. J'ai hurlé. Mes parents ont couru, ils m'ont dit que je faisais une crise d'angoisse. Mais à partir de ce jour-là,
tout a changé pour moi. Je me réveillais chaque nuit à la même heure, toujours 3h02 du matin. Et chaque nuit, il se passait quelque chose de plus fort. Une fois, mon lit a tremblé. Une autre fois, ma porte s'est ouverte toute seule. Puis, une autre fois, les lumières se sont mises à clignoter au moment où je récitais Ayat al-Kursi. Je me suis dit que je devenais folle, mais ce n'était que le début. Un soir, j'étais seule, ma mère était chez ma tante, mon père au travail. J'ai mis le Coran sur mon enceinte pour me calmer, Surat al-Baqarah. Dès que les premiers versets ont retenti, ma lampe s'est éteinte et mon enceinte a hurlé. Un cri horrible, inhumain, étouffé. Puis silence. Le Coran s'est coupé et dans ce silence, j'ai entendu une respiration juste derrière moi. J'ai couru, j'ai fui la maison en chaussettes. J'ai tapé chez la voisine en larmes. Le lendemain, j'ai tout raconté à un imam. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas Charlie, c'est un djinn et tu l'as invité. » Il m'a posé des questions. Est-ce que je prie? Est-ce que j'écoute de la musique diabolique? Est-ce que je porte des choses impures? Oui, oui et oui. Je priais une fois par semaine, je passais mes nuits sur TikTok avec des sons étranges, des vêtements serrés, des snaps haram, et je croyais que j'étais en sécurité. Mais quand tu es vide spirituellement, les djinns te repèrent, ils s'accrochent à ta solitude, à ton corps, à ton âme, et ils rentrent par chaque faille. L'imam m'a fait une ruqya. Dès qu'il a commencé la sourate El Falaq, j'ai hurlé. Ce n'était pas moi. Ma bouche disait des choses que je ne comprenais pas, des mots en arabe que je n'avais jamais appris. Mon corps tremblait, je sentais un feu dans mon dos, mes mains se crispaient et quand il a crié « Sors par la volonté d'Allah », j'ai senti une force me quitter. Je me suis effondrée, en sanglots, en sueur. Je suis restée en ruqya pendant 3 semaines et depuis ce jour, je ne suis plus la même. Je prie à l'heure, je me couvre, je ne laisse plus la musique entrer dans ma maison. Je récite le Coran avant de dormir, je fais mes invocations, Alhamdulillah. Désolée si c'était un peu long, qu'Allah te préserve toi et toute ta famille, Amin. Et message aux musulmans de ta communauté, ne lâchez jamais, jamais, jamais la prière et n'essayez jamais d'ouvrir les portes des djinns. Je vais pas vous mentir mes pépites, j'ai eu un doute. Au moment où elle a dit j'ai senti un souffle derrière moi, j'ai entendu un cri dans l'enceinte, je suis honnête avec vous. Je me suis dit, elle délire. Ou alors c'est une personne qui veut nous faire flipper mais c'est pas vrai. Comment tu peux entendre un cri dans l'enceinte? Non mais même, elle nous a dit le lit tremble, la porte s'est ouverte seule et les lumières se sont mises à clignoter. Moi j'y ai pas cru, je te dis la vérité. Par contre, je l'ai cru totalement quand elle m'a dit qu'elle est partie voir un imam et qu'elle a fait une ruqya. Ah ça je crois à 100%. J'ai fait une ruqya moi aussi, n'oubliez pas ça. J'ai fait une ruqya et sachez que je disais des trucs, même moi je savais pas ce que je disais. Enfin c'est pas je savais pas ce que je disais. Je disais des trucs, mais je disais des dingueries. Genre, j'insultais l'imam, je le traitais de charlatan. Je parlais super mal à ma mère, je disais ah, « Comment tu parles à ce charlatan ?» C'est un imam, wesh. Jamais de ma vie, moi, Camilia, je parlerai comme ça à un imam. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, à partir du moment où elle m'a parlé de ruqya, de mains qui se crispent, de chaleur dans le dos, je sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, moi quand j'ai fait ma ruqya et que j'ai senti une chaleur, puis après une froideur totale. Non, moi je la crois à 100%, c'est une dinguerie. Vous voyez comme quoi les Ouija, les jeux Charlie, ne jamais jouer à ça, jamais. Comme tu as dit, peut-être que tu avais une foi faible, une protection faible fait par ce que tu fais au quotidien. Le fait que tu récites jamais Ayatul Kursi, le fait que tu es... Voilà, plein de choses font que peut-être il y a plus de facilité à t'atteindre, toi, et peut-être pas tes copines, qui elles font des trucs pour se protéger, tu vois. Jamais vous faites ça. Jamais. Vous voyez le truc de dingue qu'elle a vécu? Réveil tous les jours à 3h02 du matin. Elle vivait des trucs de dingue. Elle a vu... J'en ai des frissons. Elle a vu, dans le reflet du miroir, elle a vu le djinn, a'udhu billah minhu. Astaghfirullah ya Rabbi.
qu'Allah nous préserve et nous protège de ces choses-là. Voilà mes pépites, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. Il était chaud patate, ce thread d'horreur. Je sais pas vous, mais moi, ça fait longtemps. Hein. Attention, on a eu l'histoire de Selim il y a 2 semaines. Attention, voilà, on est encore traumatisé, je suis d'accord. Mais les histoires là, elles m'ont donné des frissons et ça fait très longtemps que j'ai pas eu des frissons à toutes les histoires du thread. Dites-moi en commentaire l'histoire qui vous a le plus fait flipper. On se retrouve dans les commentaires pour débriefer comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous pour la prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. Oh. Tyrael, why aren't the heavens helping us? Why they have gone silent? fear this Crying over question will Cubes. come. No! The heavens have seen No tears humanity left in my eyes. many ways. Sometimes a nuisance, sometimes a threat. But whenever they've involved themselves in mortal affairs, it has always ended in calamity. Now most Guys, of I'm them just are feeling a hoping little you bit die of out on nostalgia, your own. okay? Is it weird that I still remember the first few times that I played Diablo 2 and my dad was guiding me through the quests of the game so I would unlock the cube? Oh god. And it wasn't this awful Act 2. I remember the cube itself wasn't in a bad place. Gosh. Imagine when she hears about the trapezoid. I'm not crying because of a dumb, just a, fuck you. Shut up! Ah, it's just nostalgia. God damn it. You know, Durio was very spooky to me. But Durio always made me happy to see him because then we got to see Tyrael. So that was nice. No time to waste. I'm ready. then. Let's go. Oh shit. For the first time, it felt like Kinda looks like a penis. a real chance. It's the moon and a shadow. Still be dead come dawn, but wouldn't have been the worst try. Diablo 2 was your first PC game? Diablo 2 was probably the game I have played the most. And Diablo 2 was also the thing that led me to Baldur's Gate. Because my dad only bought Baldur's Gate 2 back in the day because when Diablo 2 came out, it was the same year as Baldur's Gate 2 came